Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Art et société. Dans l'œuvre d'Alain Foumier. Collection Logique sociale. Série Sociologie des arts. Dirigée par Bruno Pequignot. Comme phénomène social, les arts se caractérisent par des processus de production et de diffusion qui leur sont propres. Dans la diversité des démarches théoriques et empiriques, cette série publie des recherches et des études qui présentent les mondes des arts dans la multiplicité des agents sociaux, des institutions et des objets qui les définissent. Elle reprend à son compte le programme proposé par Jean-Claude Passeron, être à la fois pleinement sociologie et pleinement des arts. De nombreux titres déjà publiés dans la collection Logique sociale auraient pu trouver leur place dans cette série, parmi lesquels on peut rappeler Girel Sylvia Souladir, Sociologie des arts et de la culture, 2006 Fagot Sylvain et Uzel Jean-Philippe, Souladir, Énonciation artistique et socialité, 2006. Degnaud Joël et Pessin Alain, Les peuples de l'art, tome 1, 2006. Degnaud Joël et Pessin Alain, Les peuples de l'art, tome 2, 2006. Etis Emmanuel, Les spectateurs du temps, 2005. Baker Awards, Propos sur l'art, Col. Logique sociale L'Harmattan, 1999. Baker Awards, Paroles et musique. Livre-disque Col. Logique sociale L'Harmattan, 2003. DUTHEILPESSIN, Catherine, Pessin Alain et Ansel Pascal, Rite et rythme de l'œuvre, De Vol, Col Logique sociale Paris L'Harmattan, 2005. Etis Emmanuel, pour une poétique du questionnaire en sociologie de la culture. Le spectateur imaginé. Col Logique sociale L'Harmattan, 2004. Green Anne-Marie Dire, La fête comme jouissance esthétique, Col Logique sociale L'Harmattan, Paris 2004. Liot Françoise, Le métier d'artiste, Col Logique sociale L'Harmattan, Paris 2004. Moulin R. École. Sociologie de l'art. Documentation française 1986, réédition Col. Logique sociale L'Harmattan, 1999. NICOLA et Le Strate Pascal, L'expérience de l'intermittence. Dans les champs de l'art, du social et de la recherche. Col Logique sociale Paris L'Harmattan, 2005. DUTHEILPESSIN Catherine, La chanson réaliste. Sociologie d'un genre. Col Logique sociale. L'Harmattan, Paris 2004. Pessin à Van Bremersch Marie-Caroline Dire, Les œuvres noires de l'art et de la littérature. 2 tomes, Col Logique sociale L'Harmattan, 2002. Isabelle PAPIEAU. Art et société. Dans l'œuvre d'Alain Foumier. L'Harmattan. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. Francs. L'Harmattan Hongrie. Königsbolt. Kossuth LU 14 à 16. 1053 Budapest. Espace L'Harmattan Kinshasa. Fac.dsc. Social Paul. ADM, BP 243 Kinxi. Université de Kinshasa, rez-de-chaussée. L'Harmattan Italia. Via degli Artisti 15. 10124 Torino. Italie. L'Harmattan Burkina Faso. 1200 logements Villa 96. 12 B2260. Ouagadougou 12. Roman initiatique et d'aventure, Le Grand Maulne d'Alain Fournier, alias Henri Fournier, figure, plus de 90 ans après sa première publication, parmi les meilleurs chiffres de vente de la collection Livres de poche, avec 4 millions d'exemplaires. Livre dit d'apprentissage, invitant les adolescents à s'identifier aux héros et à leurs expériences schématisées par l'image de la déambulation dans des labyrinthes qui mènent à l'étrange aventure. Roman autobiographique d'un auteur rencontré souvent jadis, au hasard d'une dictée lors de l'entrée en 6e, par une brumeuse journée de septembre comme le jeune Henri en connut tant dans les Landes de Sologne. Alain Fournier écrivait à son ami André Lotte, en 1911, que tout ce qu'il racontait dans Le Grand Maulne se passait quelque part. La fiction s'inspire bien sûr, comme chacun le sait, d'éléments réels, repérables physiquement. Le bourg, l'auberge et la longue maison basse qui n'est autre que l'école d'Épineuil-le-Fleuriel, appelée Sainte-Agathe du nom d'une chapelle proche, les environs immédiats décrits avec une rigoureuse précision, la grande maison d'Épineuil,
l'épicerie de la veuve Delouche au cœur du village. La ferme des Aubert, la côte des Anses, le château de Peufeliou. La représentation des Bohémiens, à 8 heures sur la place de l'église et qu'annonce Ganache à grands coups de roulement de tambour, sur la place des 4 routes, imprègne les lieux et les esprits d'une dimension tragico-comique qui peut être rapprochée de ce sentiment d'inquiétude vécu par Alain Fournier et sa petite sœur, après la représentation d'une comédie jouée sur la place d'Épineuil 1. L'oncle Florentin n'est autre que l'oncle Florent Rimbaud qui tient à Nançay, où le jeune Fournier a l'habitude de venir passer 15 jours de vacances en période de chasse, un magasin d'Universel à l'enseigne de la grande nouveauté. Émergent les souvenirs d'une enfance heureuse qui influenceront la rédaction du chapitre « Chez Florentin », consacré au séjour dans le vieux Nançay et plus particulièrement au magasin de l'oncle Florent et de la tante Julie, avec ses comptoirs d'épicerie et de rouennerie. Une boutique dont la terre battue tenait lieu de plancher mais formait un dédale d'objets de bazar, un lieu édulcoré qui émerveillait à chaque fois le jeune François Sorel ainsi qu'on peut le lire dans le Grand Maulne. Je voudrais redonner chaque petit morceau de réel strictement tel qu'il s'est déposé en nous. Note Alain Fournier, estimant que l'image doit réveiller chez le lecteur, exactement, les mêmes impressions que la réalité avait fait naître, le même sentiment de tout ce monde inconnu qui l'entoure. L'auteur expliquera: la femme ne fut jamais pour moi que la rappeleuse d'heures de pays et de paysages. 2. Les sites à l'origine du culte du pays sans nom, où se dévoile le fameux domaine mystérieux, sont le fruit d'un camailleux de souvenirs. Le domaine des Sablonnières, le château de Cornancey, dont le propriétaire décora les fenêtres à l'occasion des apostrophes. Une fête organisée, un jour de 1896 pour le baptême de sa seconde fille, de lampions et de bougies déposés dans des verres colorés, maintes autres demeures du Haut-Berry, dont la mythique abbaye de Leroy, un décor que choisit Jean-Gabriel Albicocco en 1966 pour son adaptation du Grand Maulne à l'écran. Au pays des racines peint dans le roman, un pays frileux et ombré où s'attarde l'automne plaintif, l'hiver grinçant, sifflant, gorgé d'odeurs de terre mouillée, s'enlisent les silences et ruissellent des images de clair-obscur déclinées à l'infini. À l'humble dualité du noir et du blanc, s'oppose comme un arc-en-ciel, l'agitation de la fête extravagante, généreuse et mystérieuse. Une fête dont la magie, empruntée à celle des ballets russes ou d'un orientalisme chatoyant et à la mode, colore une scénographie d'étrangeté d'où émane, fragile, grave, céleste, la femme Yvonne de Gallet, éternellement pure et sensuelle. Des clichés pastelisés et dominés par la blondeur vont alors personnifier, en une esthétique lyrique et inspirée du discours néo-platonicien, le mariage de la beauté physique et de la beauté de l'âme. Psyché insaisissable digne de l'imagerie médiévale, Yvonne de Gallet en fièvre et fait vaciller les héros du roman, liés par le serment, vers une énigmatique errance du réalisme au symbolisme, qui nourrit d'illusions et conduit, au terme d'un secret itinéraire labyrinthique, à l'aventure de la conquête. Aux confins de la réalité et de l'irréalité, le Grand Maulne reste une production romanesque s'appuyant sur un pays mystérieux que la poésie tente de percer à travers un foisonnement de souvenirs émotionnels. Le récit du Grand Maulne incite à capter le sens caché des actes tout en apportant au lecteur un savoir sur la société. Il semble donc intéressant de situer ce roman dans l'espace littéraire et de déceler le rôle d'un croisement de représentations. Quel usage de l'héritage culturel fait précisément Alain Fournier dont l'itinéraire a été marqué par la mobilité et l'itinérance à travers des univers spatiaux très différents. La campagne, à une époque où les politiciens l'opposent à la ville et dont l'identité repose sur l'image mythologique de la terre matrice, puis la capitale, entre de pratiques novatrices et de courants artistiques éclectiques. Comment transparaissent, en particulier dans le Grand Maulne, les goûts artistiques de cet écrivain. Un auteur né la même année que celle au cours de laquelle se trouve organisée la dernière exposition des impressionnistes et publié dans le Figaro, le manifeste de Jean Moréas sur le symbolisme, un courant dont la philosophie, dans sa proximité avec le romantisme et déjà avec l'expressionnisme, investit l'Europe. Comment, sous l'influence du symbolisme pénétrant à la fois la peinture et la musique, le paysage littéraire d'Alain Fournier s'inscrira-t-il dans un univers intimiste? Un univers qui puisera ses sources en ce début de XXe siècle, dans les prémices des théories psychanalytiques freudiennes et jungiennes? Que nous apprend l'œuvre d'Alain Fournier sur son appropriation de l'art de vivre de la Belle Époque? Un quart de siècle qui se distingue par l'émergence des nouvelles techniques et de la vitesse, l'éclosion des loisirs, sports, bicyclettes,
des lieux de divertissement, théâtre, music-hall, cirque, et l'accès à un art nouveau, véritable brassage de styles, s'affichant dorénavant dans les rues, décoration extérieure d'immeubles, entrée de métro. Comment l'auteur du Grand Maulne, scrupuleux metteur en scène du quotidien, révèle dans ses récits, à la convergence de la sociologie des goûts et du roman de mœurs, des degrés d'activité sociale qui autorisent alors à percevoir l'individu dans sa relation à un milieu et à un espace-temps. De quelle façon, à l'articulation des 19e et 20e siècles, les productions d'Alain Fournier traduisent-elles sa perception, en tant que récepteur d'œuvres, des signes du modernisme et des courants anticonformistes qui estompèrent progressivement l'impact de la culture conventionnelle? Pour tenter de répondre à ces questions, il a été procédé au décryptage de ses écrits, romans, ébauches de romans, nouvelles, poèmes, correspondances, chroniques littéraires, et à l'étude de l'ouvrage de sa sœur, Images d'Alain Fournier. Ces lectures transversales nous ont ainsi permis de croiser les informations, afin de resituer les propos d'Alain Fournier dans une dimension historique, socio-culturelle et rhétorique, puis de vérifier les traces d'une observation pointue d'un monde certes héritier de valeurs culturelles mais en pleine mutation et ensuite, d'analyser leur traitement. Première partie, l'héritage de la culture. 1. Du romantisme, à la DECADENCE. Très pâle 3. Délicat nerveux 4. Le beau Franz du Grand Maulne au visage très aquilin 5 et aux belles amours à un air blessé 6. François Sorel se dit tenté de lui reprocher ce rôle absurde de jeune héros romantique 7, dans lequel il l'observait s'enliser 8. Imposant à François et Augustin de se lier à lui par un serment, Franz de Galais est un personnage ambivalent, enfiévré et mélancolique comme le héros de l'œuvre de Goethe, Les souffrances du jeune Werther. L'égocentrisme de Franz et sa quête d'un amour impossible le rapprochent aussi de la personnalité d'Adolphe, être réservé et désœuvré, 9, dont il semble être atteint des mêmes indéterminations. J'ai voulu peindre, précisera Benjamin Constant à propos de son héros Adolphe, une des principales maladies morales de notre siècle, cette fatigue, cette incertitude, cette analyse perpétuelle qui place une arrière-pensée à côté de tous les sentiments et qui les corrompt dès la naissance. 10. Incarnation de la désillusion et de la confusion, l'icône de Franz est traitée dans une esthétique imprégnée du spleen baudelairien puis du symbolisme du dandysme, émergé au XIXe siècle et encore prégnant au début du XXe. Maulne d'ailleurs engage une conversation avec quelques dandys. 11. Les codes vestimentaires qu'exploite Alain Fournier pour la description de Maulne, lors de la fête étrange, trouvent leur origine dans le champ de la mode lié au mouvement romantique lui-même. Augustin découvre, mise à sa disposition dans la chambre de Wellington, des redingotes à haut col de velours, des gilets de soie très ouverts que ferment des boutons nacrés et troque ses souliers ferrés pour des escarpins vernis. 12. Le lendemain, il est revêtu d'une jaquette noire serrée à la taille, et rehaussée de manches bouffant aux épaules, d'un gilet pailleté et croisé, d'un pantalon élargi du bas jusqu'à cacher ses fines chaussures. Il porte un chapeau haut de forme 13. L'exaltation de la fantaisie et du rêve est certes dans le roman, couplée à l'évocation de pratiques hédonistes, à la transcription de la passion idéaliste de Franz rappelant ce type de jeunesse 19e sensible, individualiste et maussade, face au dégoût que lui inspirait la société industrielle de son époque, au point que, comme l'écrivait Hugo, la mélancolie est un crépuscule. La souffrance s'y fond dans une sombre joie. La mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. 14. La thématique de la morosité va dans le Grand Maulne, jusqu'à traduire les fantasmagories suggérées par la nuit, l'exhibition de la mort ou la représentation de la maladie qui décolore, comme chez les décadents. La puissance de l'onirisme est d'autre part et dans la tradition du romantisme, associée ici à la réactivation de décors antiques. Elle est aussi couplée à celle d'images médiévales émaillant l'œuvre shakespearienne à laquelle ne fut pas insensible Alain Fournier. Dans le Grand Maulne, Jasmin Delouche évoque avoir repéré dans la chapelle en ruine du vieux domaine des Sablonnières une pierre tombale incrustée de ces mots, « Sigil le chevalier gallois, fidèle à son Dieu, à son roi, à sa belle » 15. À l'esthétique morose des ruines. Alain Fournier cultive le goût des romantiques pour la beauté des ruines dont Chateaubriand note que leurs innombrables jours deviennent, sous les effets du vent, autant de tuyaux d'or d'où s'échappent des plaintes. 16. Dans le Grand Maulne, Augustin aperçoit au-dessus d'un bois de sapin la flèche d'une tourelle grise, imaginant quelques vieux manoirs abandonnés,
quelques pigeonniers déserts, pleins de hiboux et de courants d'air. 17. La longue maison châtelaine aux ailes inégales, n'est pas sans rappeler ce château, ferme ou abbaye, découvert par le jeune Henri au hasard d'une promenade à Mériesbois et que nous décrit Isabelle Rivière, dans Images d'Alain Fournier. La flèche grise d'une chapelle domine à droite une aile en retrait, et contre cette aile, il y a un grand pan de ruines, dressé tout seul, à demi recouvert de lierre et troué d'une porte en ogive qui se dessine presque intacte sur la sombre épaisseur du bois. 18. Il s'agit là de la description de l'abbaye de Leroy, une demeure étrange, massive et grave, enfouie au cœur de l'un de ces paysages si chers à Alain Fournier. Belle et ample, selon un texte du XVIe siècle, et sans doute initialement à l'image du Bourdieu de Clairvaux, l'abbaye de Leroy n'était plus, au moment où la vit Henri Fournier, qu'une exploitation agricole privée. Construite sur les fondations de la sacristie, une chapelle, édifiée à la fin du XIXe siècle, voisinée avec les anciens bâtiments conventuels, conçus dans le goût de l'époque classique, les murs ruinés de l'ancienne église du XIIIe siècle et les piliers d'angle dont les chapiteaux accrochés pouvaient encore rappeler au jeune Henri, les motifs de végétaux en vogue à Cluny. 19. La description de cet ensemble n'est pas sans évoquer la pâle esquisse de frêles constructions classiques devinées à l'arrière-plan de l'Adoration des mages de Botticelli. Elle fait aussi référence à l'image non seulement dichotomique, mais aussi sacralisée des ruines et de la forêt, ancrée dans l'art du mouvement romantique, l'abbaye dans la forêt de chênes de CD. Friedrich Berlin, et des extraits du Génie du christianisme, œuvre démontrant un intérêt pour le croisement d'un discours sur la nature, issu des préoccupations rousseauistes, et de l'impact religieux dans la sphère des arts. Les forêts ont été les premiers temples de la divinité et les hommes ont pris dans les forêts la première idée de l'architecture, écrit ainsi Chateaubriand. Les Grecs ont tourné l'élégante colonne corinthienne avec son chapiteau de feuilles sur le modèle du palmier. Si le Grand Maulne ne traite pas du motif romantique du lac ou de la grotte, comme le fera Maeterlinck dans Péléas et Mélisande qui subjuga tant Alain Fournier, il mettra en valeur cependant l'image métaphorique de l'eau, l'étang du domaine mystérieux, les bords du Cher au cours de la partie de campagne. Une image proche du motif lamartinien de l'élément aquatique, décor des passions impossibles. Comme Lamartine, Alain Fournier va orienter sa production autour des résurgences de l'enfance, de la rêverie, des élans passionnels, l'émergence des silences et de la mort, celle d'Yvonne de Gallet, la tentative de suicide de Franck. B. De la nuit à la mort. La vallée est éclairée d'un clair de lune 20. La lueur de la lune traversait les fentes des parois 21. À travers les fenêtres des chambres, s'agitent dans la lune d'avant minuit, les branches d'un arbre essouché 22. À Sainte-Agathe et dans l'obscurité de la nuit, l'ombre errante et gigantesque 23 de la mansarde, que fait se dessiner la flamme de la bougie, surdimensionne pour le jeune François Sorel le silence des trois greniers 24. Éclairant timidement l'itinéraire de la cuisine familiale à la chambre de François, alias Henri, la flamme vacillante devient pour l'enfant de 6 ans une source d'inspiration comme elle l'a été chez Hugo qui croquait des formes à partir de l'ombre projetée de sa bougie. Cette même flamme isole cependant le garçonnet, égaré entre ses angoisses et ses rêves, au point de donner aux chemises jetées sur le fil du grenier de l'école, des allures de fantôme. Le silence colore d'une dimension spirituelle les représentations. Le calme de la campagne berrichonne incite Augustin et François à demeurer silencieux 25. Le mariage de Maulne et Yvonne de Gallet se déroulera dans un profond silence 26. Alain Fournier spécifie que les étrangers percevraient la maison de Maulne et d'Yvonne comme une chapelle, tant il s'est fait de silence depuis hier dans ce lieu désolé, 27. Il y a par moments de grands silences, chargés de toutes les peines, 28. Monsieur de Gallet trépassa dans un silence presque absolu, 29. Motif artistique, peint en 1911, le silence d'Odilon Redon 30 illustre un visage aux yeux entr'ouverts et aux doigts posés sur les lèvres. Le silence perce l'œuvre littéraire. Évoquant l'ouvrage Marie-Claire, dans lequel Marguerite Audoux campe Eugène, stimulant ses bœufs en les touchant seulement de sa main, Alain Fournier notera dans l'une de ses chroniques « Voici sur la route, 2 paysans qui parlent en marchant. Leurs gestes sont rares et jamais ils ne disent un mot de trop. Parfois, au contraire, la parole que l'on attendait n'est pas dite et c'est à la faveur de ce silence imprévu, plein d'émotions, que l'âme parle et se révèle. » 31. Comme dans Péléas et Mélisande, le silence pérennise l'énigme de la mort, celle d'Yvonne de Gallet qui décède précisément à la tombée de la nuit 32.
Si Rossetti introduisit dans la toile Beata Beatrix qui inspira Henri, des accessoires annonçant la mort imminente de la jeune femme, un cadran solaire affichant sa dernière heure et une colombe lui apportant un pavot rouge, 33, Alain Fournier va emprunter à l'esthétique macabre de la décadence les signes de nécrose qui soustraient à la vie terrestre. Le médecin craint que le corps d'Yvonne de Gallet se décompose rapidement, comme il arrive parfois après les embolies 34. François Sorel, qui descend le corps de la défunte dans ses bras, sent le goût de terre et de mort, des cheveux d'Yvonne 35. Dans La femme empoisonnée, le corps de la grande jeune femme morte dans la neige se teinte de cette couleur verte de froid ou de pourriture 36. La décoloration de la carnation rend les corps transparents. Le bébé d'Yvonne et Maulne est aussi pâle et blanc qu'un petit enfant mort 37. 2. Une SENSIBILITE impressionniste. En cette fin de XIXe siècle, le territoire de promenade se libère des zones de déambulation fermées ou déterminées par une configuration schématisée. L'affranchissement corporel se double alors, d'une acuité sensorielle à la lecture des paysages. Dans le Grand Maulne, on écoute chaque bruit de la nuit 38, et on entend le vent hivernal gémir 39, gronder comme un torrent ou passer avec le sifflement appuyé d'une chute d'eau 40. La famille Sorel perçoit le roulement du tambour des Bohémiens sur la place des 4 routes 41, 2 grands coups frappés dans le portail de l'école, des cris extérieurs 42. Lors de la fête étrange, Maulnois dans le corridor désert, des rires, des chansons, des appels et des poursuites 43. Henri raconte à sa famille son départ en bateau vers l'Angleterre après les 2 cris effarants de la sirène. 2 cris d'agonie et de solitude, précise-t-il 44. Il lui décrit le grincement d'ailes des pigeons en vol 45, lui dit entendre sonner 6 heures à Westminster Abbey 46. L'ouïe n'est pas dans l'œuvre d'Alain Fournier, le seul sens sollicité. Outre la vue qui y prend une importance capitale, l'odorat facilite l'appropriation de l'environnement. Ainsi, la torréfaction du café dans la cour de l'oncle Florentin contribue à faire des congés aux vieux Nançais, des vacances idylliques 47. Les lettres qu'écrit Henri à sa famille révèlent que l'odorat participe au décryptage physique de l'Angleterre, lors de son séjour dans la banlieue londonienne. Il s'imprègne de la senteur des haies d'aubépine et des herbes du jardin 48, se rappelle la bonne odeur de terre bêchée d'Épineuil 49, s'enivre des bouffées de parfum d'héliotrope dans les jardins d'Hampton Court 50, s'émerveille des jardins des Rothschild à Londres et de leur parfum à perdre l'âme 51. Le goût est aussi usité pour exprimer le rapport aux saveurs de la nature. On eût pu goûter la douce lumière qui infiltrait le lieu, relève l'auteur du Grand Maulne 52. C'était le chemin du pays de Maulne que je buvais ainsi, affirme François Sorel 53. Aiguisé par une sensibilité au jeu de la lumière, le regard se projette vers des horizons lointains qui ne bornent plus les espaces. De la photographie à la LITTER à TURE. On peut isoler la dichotomie plein air sémantique de la lumière. On a en effet observé parallèlement au phénomène d'ancrage de ce besoin de plein air, un discours métaphorique de la lumière. La photographie, à laquelle fut sensible Alain Fournier, rallie les concepts esthétiques des peintres réalistes 54. J. Berger note que photographie, philosophie positiviste de Comte et sociologie ont progressé concomitamment. Toutes trois étaient soutenues par la conviction que les données quantifiables de l'observation recueillies par la science donneraient un jour à l'homme une connaissance si achevée de la nature et de la société qu'il pourrait les gouverner. L'exactitude remplacerait la métaphysique, la planification résoudrait les conflits sociaux, la vérité remplacerait la subjectivité, et tout ce que l'âme recèle d'obscur et de caché serait éclairé par la connaissance empirique. 55. La photographie est en fait fondée sur des sensations optiques, issues des recherches scientifiques et répondant aux attentes des nouvelles expressions artistiques, notamment l'impressionnisme dont l'approche picturale est réductrice de distance entre la peinture et la photographie. En plein air, explique Zola, la lumière n'est plus unique et ce sont dès lors des effets multiples qui diversifient et transforment radicalement les aspects des choses et des êtres. 56. Alain Fournier optera pour la transposition littéraire des clairs-obscurs. Le maréchal Ferrand et son ouvrier jetaient sur la paroi de grandes ombres brusques. 57. Dans un coin sombre du salon des Sablonnières, l'abat-jour rosissait le visage d'Yvonne de Gallet. 58.
lors du dîner à la ferme, les figures de Maulne et Valentine baignaient dans l'ombre, dès qu'elles se penchaient sous la lueur des bougies 59. Le visage tourmenté de Maulne est éclairé par un demi-jour 60. Le soleil modèle les croix des carreaux sur les rideaux blancs 61. Henri observe le clair-obscur d'une soirée de juillet pénétré dans le dortoir de l'infirmerie 62. La raie claire du soleil que laisse entrer le grand store se projette sur la paroi 63. La fermière se tenait à contre-jour, près de la fenêtre 64. Héritage de l'œuvre de Masaccio, le Caravage ou Rembrandt, la technique du clair-obscur dramatise, comme l'exploration de la perspective et la maîtrise du modelé, le clair-obscur, métamorphose, estime Alain Fournier, des compositions des grands peintres italiens de la Renaissance en des tableaux de chevalet agrandis. Il croit à la pérennité de cette sensibilité décorative initiée par la maîtrise chromatique des maîtres médiévaux, et affirme la retrouver dans l'œuvre d'Odilon Redon qui lui paraît être un descendant direct des peintres verriers gothiques 65. B. L'héritage de la posture, impressionniste. La facture de l'impressionnisme met en scène l'éphémère, la lumière et ses variations, trois motifs que l'on rencontre dans l'œuvre d'Alain Fournier. Il restitue avec une certaine précision l'influence des heures sur la clarté, les variations de la lumière du jour qui rythment le voyage sur la route de Vierzon 66. Au début de la partie de plaisir, les promeneurs baignent dans la claire lumière de toute la vallée, 67. Lorsque la journée se termine et que les protagonistes approchent du cheval Bélisaire, ils découvrent leurs ombres s'allonger sur le sol, projetées par le soleil en déclin 68. Dans le miracle de la fermière, Jean Maulne contemple de sa couche, les rouges, les jaunes et les bleus profonds du soleil levant, percer les vitres de la fenêtre, comme un vitrail 69. Puis il découvrira après s'être levé, le jour bas du grand matin, un jour pâle et précis comme un clair de lune 70. Alain Fournier n'a pas oublié que la lumière est indissociable de la science des reflets, ayant dominé la période d'Argenteuil et l'œuvre de Monet. Lors de la fête étrange, Maulne s'aperçut lui-même, reflété dans l'eau comme incliné sur le ciel dans son costume d'étudiant romantique, 71. Passant un soir par Bordeaux, Henri longe la Garonne toute rouge. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.